Bonjour mes amis. Aujourd'hui, avec un traitement équilibré et bien suivi, une personne épileptique peut mener une vie normale. L'épilepsie peut toucher tout le monde sans distinction de lieu ou de classe sociale et à tout âge. Cependant, elle concerne surtout les enfants, y compris les nourrissons, les adolescents et les personnes âgées. Le mot épilepsie vient du grec qui signifie saisir, attaquer par surprise, ce qui décrit l'aspect imprévisible des crises. Il n'y a pas une épilepsie, mais des épilepsies, car cette maladie recouvre plusieurs maladies neurologiques, ayant un point commun, la répétition des crises épileptiques spontanées. Selon l'INSERM, les épilepsies constituent la troisième maladie neurologique la plus fréquente derrière la migraine et les démences. On estime que 600 000 personnes souffrent de façon chronique d'épilepsie en France. Près de la moitié d'entre elles sont âgées de moins de 20 ans. Et chaque année, environ 4 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chez l'enfant. Et près de 50 millions de personnes souffrent d'épilepsie à travers le monde avec une légère prédominance masculine. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à votre chaîne Jean-Paul Djamba et partager la vidéo. L'épilepsie est une maladie neurologique chronique qui se caractérise par un fonctionnement anormal de l'activité du cerveau. Les crises d'épilepsie résultent d'une activité excessive d'un groupe plus ou moins important de cellules nerveuses, provoquant l'équivalent d'un court-circuit d'une décharge électrique entre les neurones. Ces crises se traduisent par la répétition de crises imprévisibles et souvent très brèves. Le cerveau est constitué de cellules nerveuses appelées neurones, qui dialoguent entre elles et par les signaux chimiques et les courants électriques. Et cette connexion s'appelle synapse. Tout est codé et le dialogue s'opère chaque fois qu'on effectue des tâches. Les informations continues dans le même sens se prolongent à travers la moelle épinière jusqu'à tous les organes. À un moment donné, pour une raison ou une autre, le siège d'une activité électrique va se désorganiser et s'exciter dans une zone du cerveau, voire se propager à l'ensemble du cerveau. Soudain, le cerveau est soumis à une sorte d'orage électrique, d'éclair, d'un court-circuit électrique. C'est la crise d'épilepsie. Après quelques minutes, l'orage passe ou se calme et la crise d'épilepsie cesse. Selon la zone du cerveau où se produit cette hyperactivité électrique ou ce court-circuit ou cette décharge électrique, les symptômes seront différents. Soit l'épilepsie est dite partielle ou focale, lorsqu'une partie seulement du cerveau est l'objet de cette activité électrique excessive. Par exemple, vous aurez deux doigts qui bougent, le bras qui va bouger pendant la crise. Et l'épilepsie est dite généralisée lorsque l'ensemble du cerveau est touché, ce qui donne la crise tonico-clonique. Ainsi, il existe de multiples formes d'épilepsie, caractérisées par plusieurs critères. Leur cause, leur localisation dans le cerveau, l'âge du début de la maladie et leur évolution bénigne ou sévère. On distingue trois grandes catégories d'épilepsie. D'abord, il y a les épilepsies symptomatiques, parce que la cause est identifiée. Une maladie ou un accident a entraîné des lésions du cerveau, telles que la malformation congénitale, les séquelles d'infection comme la méningite, les traumatismes crâniens, l'AVC, etc. Et en l'absence de traitement, ces lésions déclenchent des crises d'épilepsie. Ensuite, il y a les épilepsies idiopathiques ou essentielles, également dites constitutionnelles. Il n'y a pas de cause identifiable pour en expliquer l'origine. Elles sont transmises de façon héréditaire et représenteraient environ 10 à 15% des épilepsies. Il est pensé que ces formes familiales d'épilepsie disparaissent à la puberté ou à l'âge adulte. Et enfin, il y a les épilepsies cryptogéniques, qui regroupe les épilepsies dont la cause reste inconnue
et est introuvable. Ces types d'épilepsie représenteraient 60% des cas d'épilepsie. Selon certaines études, les épilepsies possèdent les causes génétiques, mais notre mode de vie facilite ou limite aussi les crises. Il y a deux grandes formes d'épilepsie chez l'adulte. Les formes sont dites crise d'épilepsie partielle ou focale lorsque l'hyperactivité électrique du cerveau ne touche qu'une zone localisée du cerveau. Dans ces cas, la personne demeure consciente. La personne contrôle certains sens ou comportements. La personne peut décrire des symptômes du début à la fin. Ces crises partielles sont dites simples. À l'inverse, si les crises partielles sont dites complexes, autrefois appelées les crises psychomotrices, c'est lorsque se traduisent par un regard fixe, le geste répétitif et sans raison d'être. Exemple, claquer le dent ou tirer ses vêtements. La personne rompt les contacts avec son environnement et ne conserve aucun souvenir de l'épisode, dans l'amnésie. Il est décrit alors quelques symptômes de la crise d'épilepsie partielle ou focale. Selon la région du cerveau impliquée, elle engendre différentes manifestations. Un raidissement ou secousse musculaire incontrôlée et localisée des doigts de la main et peut se propager au niveau du bras ou de la moitié du corps. On parle de mouvements tonico-cloniques ou convulsions. 2. On observe des fourmillements, picotements ou sensations anormales au niveau d'une main. On observe aussi une déviation de la tête et des yeux ou gesticulation anormale et répétée. Il y a aussi présence des hallucinations visuelles, auditives, gustatives. Quand on parle d'hallucinations visuelles, on peut voir des images lumineuses. Et auditives, on peut entendre des sifflements. Et gustatives, on peut sentir un mauvais goût. Ou olfactives, on peut sentir une odeur mauvaise. Ou une mauvaise odeur. Sont observés aussi les signes émotionnels, la peur, le rire ou l'extase. Des douleurs ou des signes végétatifs. Salivation, apnée, accélération du rythme cardiaque et troubles du langage, etc. Quant aux crises généralisées. Les crises généralisées associent une perte de conscience transitoire, c'est-à-dire absence de quelques secondes à quelques minutes, à des signes moteurs toniques, donc contraction musculaire, ou myoclonique, secousse musculaire, ou tonico-clonique, donc l'association des deux, ou parfois des crises qu'on appelle atoniques, c'est-à-dire qu'une crise sans tonus musculaire. La manifestation la plus impressionnante est la crise épileptique tonico-clonique, autrefois appelée grand mal, qui touche l'ensemble du corps humain, accompagnée d'une perte de connaissance complète et à des manifestations végétatives, respiratoires et urinaires. Elle comprend 3 phases. D'abord, la phase tonique, qui s'étend sur 1 à 2 minutes. Elle consiste en une contraction de tout le muscle, c'est-à-dire que le corps se raidit, il y a la chute, plus la perte de connaissance. Parfois, une morsure de la langue. Ensuite, nous avons la phase clonique, qui dure environ 20 secondes. Elle se caractérise par des séries de contractions musculaires, diffuses et irrégulières, avec un blocage de la respiration. Autrement dit, ce sont des mouvements saccadés des membres et le membre du corps entier s'agite et se contracte. Et enfin, la 3e phase, c'est la phase résolutive, autrement appelée la phase de relâchement. Cette phase correspond à un relâchement musculaire complet. La respiration devient bruyante, c'est-à-dire que le ronflement. Parfois, on observe aussi une perte d'urine. Notez que ce type de crise convulsive dure au total moins de 10 minutes et occasionne une chute, voire des blessures. Après la crise, la personne reprend lentement la conscience, plus ou moins désorientée et confuse, et sans aucun souvenir de ce qui vient de se passer. Quant à la crise appelée autrefois petit mal,
désormais appelée absence ou crise d'absence, se caractérise par une rupture brutale de la conscience, parfois accompagnée de légères contractions musculaires de membres ou de paupières, ou encore une chute des tonus musculaires. Les absences touchent le plus souvent les enfants et durent 10 à 20 secondes en général. Durant les épisodes, la personne concernée interrompt brutalement son activité, son regard devient fixe. Après la crise, la personne redevient active avec une amnésie complète de son absence. Le diagnostic de l'épilepsie s'est fait à l'aide de l'interrogatoire d'un témoin ou d'un proche présent lors de la première crise. Les circonstances, la description et la durée de la crise, la fréquence de crise ainsi que les antécédents médicaux. Le diagnostic est posé souvent tardivement car le médecin traitant ou les urgences adressent le patient au médecin spécialiste, ici neurologue ou neuropédiatre, qui vont chercher la cause de l'épilepsie par des techniques d'imagerie médicale. En premier, il y a le EEG, l'électroencéphalogramme, qui est un examen non douloureux réalisé à l'aide d'une quinzaine d'électrodes ou capteurs placés sur le cuir chevelu sur des régions précises du crâne. Cet examen enregistre les signaux électriques émis par le cerveau. Cet examen aide à préciser le type d'épilepsie, sa localisation, afin de prescrire le traitement le mieux adapté au patient. D'autres examens complémentaires peuvent être demandés, entre autres le scanner ou l'IRM du cerveau, pour localiser une éventuelle thrombose après l'AVC par exemple. Un électrocardiogramme, le ECG, peut rechercher des troubles de rythme cardiaque, ainsi que des analyses biologiques, le bilan sang, à la recherche d'un syndrome inflammatoire, d'une hypoglycémie ou de la présence d'un produit toxique ou d'alcool. Le traitement antiépileptique doit être accompagné d'une information sur la maladie, les conseils pour que la vie de tous les jours soit plus facile et éventuellement d'un suivi psychologique. Il existe plus de 20 molécules adaptées à chaque type d'épilepsie et à chaque patient. D'abord, les traitements médicamenteux antiépileptiques. L'objectif premier est de faire disparaître les crises ou à défaut réduire leur fréquence, leur durée et leur intensité, en assurant que les traitements soient bien supportés ou tolérés. 2. Il faut supprimer les causes. Et 3. Il faut corriger les facteurs favorisants. Mais environ un quart de ces patients, les médicaments sont inefficaces et des crises d'épilepsie persistent. Dans d'autres cas, les crises d'épilepsie peuvent persister malgré un traitement bien conduit et adapté. On parle alors d'épilepsie pharmacorésistante, qui représente environ un quart de patients. C'est là que l'on propose ou on envisage d'autres types de traitements, comme les traitements par stimulation électrique du nerf vague. Il s'agit d'un dispositif implanté sous la peau du thorax qui stimule le nerf vague en produisant une impulsion électrique toutes les 5 minutes. Technique approuvée aux États-Unis et au Canada, qui consiste à implanter une électrode en contact du nerf vague afin de réduire ou contrôler les crises qui ne répondent pas à la chirurgie ou à la médication. Il y a aussi la chirurgie de l'épilepsie, qui consiste à enlever une zone du cerveau qui est responsable de la genèse des crises partielles chez les enfants et les adultes. Toujours par rapport au traitement, selon l'OMS, 70% des personnes souffrant d'épilepsie vivent dans le pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et l'épilepsie peut être traitée dans 70% des cas environ. Il y a là ce qu'on appelle la lacune thérapeutique. C'est quand 3/4 des personnes atteintes d'épilepsie dans le pays pauvre ne reçoivent pas le traitement dont elles ont besoin. Ainsi, l'OMS reconnaît que l'épilepsie est un grand problème de santé publique. Et l'OMS a lancé une campagne de sensibilisation depuis 1997 intitulée « Sortir de l'ombre » pour informer,
faire mieux connaître cette maladie et améliorer les soins et sa prise en charge. Certaines formes d'épilepsie évoluent vers une guérison spontanée au bout de quelques années. C'est le cas de la moitié des enfants épileptiques qui guérissent complètement avant d'atteindre l'âge adulte en raison de la maturation de leur système nerveux. C'est aussi le cas pour environ 60% de patients dont les crises sont bien contrôlées par le médicament antiépileptique. Lorsque la vraie cause initiale de l'épilepsie est traitée, le malade guérit. Le plus souvent, les crises d'épilepsie cessent grâce au traitement, même s'il subsiste un risque de récidive. Au bout de quelques années, lorsque les crises ont disparu, l'équipe médicale envisage une interruption progressive de prise de médicaments. De ce fait, le patient est considéré comme guéri si après l'arrêt de traitement, il a passé 1 an sans présenter de crise d'épilepsie. Parmi les complications, il y a le risque de traumatisme lié à la chute pendant la crise généralisée tonico-clonique ou à un accident. Si l'épisode se déroule pendant une baignade, il y a un risque de noyade. Deuxième complication, c'est la pneumopathie d'inhalation, qui est une maladie des poumons liée au passage de contenu de l'estomac dans le voie respiratoire pendant la crise. Dit autrement, c'est l'inhalation de liquide gastrique par fausse route pouvant causer des lésions pulmonaires. Autre complication, c'est la crise d'épilepsie persistante ou l'état de mal épileptique, qui se traduit par une crise d'épilepsie partielle ou absence persistante plus de 15 minutes. Une crise généralisée de plus de 5 minutes, une succession d'épisodes épileptiques sans retour à la conscience entre 2 épisodes. Ce type d'épilepsie représente une urgence médicale. Le patient doit être hospitalisé dans un service de réanimation car il y a risque de détresse respiratoire et de séquelles neurologiques. Autre complication, c'est le risque de dépression ou d'anxiété chez le patient atteint d'épilepsie car la maladie est difficile à assumer par le patient. Il est difficile d'identifier les facteurs déclenchant les crises car la cause de l'épilepsie demeure inconnue. Cependant, il existe parfois des facteurs qui semblent augmenter le risque de crise d'épilepsie et qu'il convient, si possible, d'éviter, tels que le manque de sommeil, la fatigue et le stress, les efforts physiques intenses, les émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, la chaleur, la fièvre, le bruit et la musique à fort volume, les lumières clignotantes, les jeux vidéo, les écrans, la boîte de nuit, mais aussi la conduite automobile sur des routes bordées d'arbres à intervalles réguliers. Effet stromboscopique. On parle alors d'épilepsie photosensible. La consommation des drogues. Éviter l'alcool et l'excès de caféine, café et thé. Placer la personne sur les côtés en position latérale de sécurité, PLS, avec tête surlevée si possible. Desserrer le vêtement au niveau de la ceinture ou du col. Enlevez-lui les lunettes éventuellement. Protéger la personne, ne tentez pas d'empêcher la crise ou le mouvement convulsif, c'est-à-dire ne pas toucher la personne ou ne pas chercher à immobiliser la personne, sauf en cas de danger immédiat pour la personne, exemple devant le feu. Écartez les objets pouvant blesser la personne. Appelez le 15 ou le 112. Ne pas ouvrir la bouche ni lui proposer à boire. La crise d'épilepsie dure plus ou moins 5 minutes et le patient reste inconscient plus de 10 minutes. La crise s'accompagne d'une perte de conscience et du contrôle de la vessie et parfois de l'évacuation intestinale. Gardez votre calme, ne pas avoir peur, même si c'est impressionnant.
Contrairement à une croyance populaire, les épileptiques n'avalent pas leur langue et ne risquent pas de s'étouffer ou ne risquent pas un étouffement. Et l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Le respect de certaines règles d'hygiène de vie fait partie intégrante du traitement de la maladie. Ayez une alimentation équilibrée, riche en calcium et vitamine D, car le traitement antiépileptique favorise la déminéralisation osseuse, d'où le risque d'ostéoporose. Prenez le repas à heure fixe. Évitez la consommation de substances excitantes comme l'alcool, le tabac, le café, le thé ou la drogue, cocaïne ou amphétamine. Dormez suffisamment et évitez les états de stress physique ou psychique. Évitez les stimulations sensorielles excessives, l'exposition à la lumière émise par le jeu vidéo ou les écrans. Optez pour les douches au bain si vous faites encore des crises d'épilepsie. Pratiquez une activité physique régulière. Avant toute pratique de sport, demandez l'avis de votre médecin traitant. Les côtés imprévisibles de crise retentissent en permanence sur la vie des patients ou personnes épileptiques, car l'épilepsie peut débuter à tout âge, comme nous l'avons vu. Chez l'enfant, il y a un risque de troubles neurodéveloppement et les apprentissages peuvent compliquer la maladie. Chez l'adolescent, la gestion du traitement peut être difficile. Chez l'adulte, la maladie peut venir perturber un équilibre de vie sur le plan social, familial et professionnel. Perte d'emploi, perte du permis de conduire et perte d'autonomie. Et enfin, chez la personne âgée, elle peut compromettre l'autonomie et augmenter la fragilité. Je termine cette émission par les conseils de ma mère, qui me disait en tétéla que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français, papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.